Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la pensée de Razika Adnani. C'est une philosophe, islamologue, franco-algérienne. Oui, avec un parcours assez unique, hein. Tout à fait. Marquée par les cultures berbères, arabes, françaises, et puis son vécu direct de la montée de l'islamisme en Algérie. Hmm. Et ça nourrit forcément son analyse de l'islam, une analyse assez critique parfois. Oui, et parfois décapante même. Alors notre objectif, c'est d'extraire un peu les idées clés de sa pensée. Sur la nature de l'islam, le besoin de réforme. Exactement. Et puis des sujets plus sensibles, hein, le voile, la charia, surtout dans le contexte français. Bon, sujet vaste. Allez, on décrypte tout ça. C'est parti. Alors, un point vraiment central chez Adnani, c'est cette distinction qu'elle fait entre le Coran, Le texte sacré, voilà, et les islams au pluriel. Qu'est-ce que ça implique concrètement? ben, c'est fondamental pour elle. En gros, elle dit attention, l'islam qu'on voit, qu'on pratique sunnite, chiite, peu importe, Oui. ce n'est pas juste le Coran tel quel. Hmm. C'est le résultat d'un énorme travail humain. Ah oui, Des siècles d'interprétation, de droit, de théologie. Tout ça, c'est une construction. d'accord. Donc une construction humaine, exactement. Et son argument, c'est si les premiers musulmans ont construit leur islam à partir du texte, Hmm, hmm. pourquoi ceux d'aujourd'hui ne pourraient pas faire pareil? Adapter leurs pratiques à leur époque, à leur contexte. Ça redonne une place à l'humain en quelque sorte. Voilà, à l'agentivité humaine dans l'évolution de la religion. Et sa vision de la réforme alors? J'imagine que ça va plus loin qu'une simple relecture des textes. Ah oui, bien plus loin. La réinterprétation, c'est juste un levier parmi trois pour elle. D'accord. Quels sont les autres outils? Alors, premièrement, oui, réinterpréter si besoin, mais deuxièmement, et ça c'est fort, elle dit qu'il faut choisir. Choisir. Choisir consciemment quels versets, quels préceptes on applique et lesquels on décide de laisser de côté. Ah, intéressant. Elle donne des exemples. Oui, elle parle des versets sur la liberté de conscience, elle dit qu'il y en a plein, au moins 28, Ah oui, quand même. mais que les juristes, historiquement, les ont souvent ignorés au profit de règles plus contraignantes. D'accord. Et le troisième levier? Le troisième, c'est de remettre en question carrément une partie de la théologie classique, surtout celle qui s'est développée à partir du IXe siècle. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que selon Adnani, c'est cette théologie qui a un peu bloqué, freiné la pensée rationnelle, la pensée créatrice au sein de l'islam. D'accord, je vois. C'est une approche assez radicale. Oui, ça bouscule pas mal de choses. Parlons du voile. Sujet brûlant s'il en est. Comment elle l'analyse, elle? Alors, pour elle, le voile, c'est une pratique patriarcale, mais pré-islamique. Pré-islamique, pas spécifiquement coranique donc. Voilà. Elle s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas de mention explicite dans le Coran qui dirait « couvrez vos cheveux ». Ah bon? Pourtant, c'est souvent présenté comme une obligation coranique. Oui, mais elle retrace l'origine de cette obligation à des influences extérieures, des coutumes qui existaient avant dans la région. Comme quoi, par exemple? Elle cite même saint Paul dans le christianisme, qui parlait du couvre-chef féminin comme signe de subordination. Ah oui. Et ça aurait influencé l'islam. C'est sa thèse. Que ces idées ont été reprises, intégrées par les commentateurs musulmans plus tard, dans un contexte de brassage culturel au Moyen-Orient. Donc pour elle, c'est plus un marqueur social de discrimination hérité. Exactement. Hérité plutôt qu'instauré par le Coran lui-même. C'est une lecture qui va à contre-courant de beaucoup d'interprétations. Tout à fait. Alors, ça devient très intéressant quand on aborde sa critique de la distinction qu'on fait souvent en France notamment entre islam et islamisme. Pourquoi elle conteste ça? Ben, elle juge cette distinction, comment dire, artificielle, historiquement et théologiquement pas fondée, selon elle. Entendu cette distinction. Islam égale religion, islamisme égale politique moderne. Oui, popularisé en Occident dès les années 80 par les sciences sociales, mais Adnani dit « Attention, l'islam a toujours eu une dimension politique. Toujours. Dès le début, dès l'époque de Médine, où la communauté musulmane a aussi fondé son pouvoir politique. Pour elle, l'islam, tel qu'il a été construit, vécu par les musulmans, a d'emblée intégré cette dimension sociopolitique. » Donc, séparer l'islamisme comme un phénomène moderne, différent. Ça revient, selon elle, à ignorer toute cette histoire, ignorer la nature même de l'évolution de l'islam. Et elle ajoute que critiquer seulement les frères musulmans, par exemple, Oui. c'est passer à côté d'autres courants et de la profondeur historique de cette dimension politique. Je vois. Ça complexifie pas mal le débat. Clairement. Et du coup, la charia en France, comment elle aborde cette question? Alors, elle distingue bien.
Il y a la charia spirituelle, la relation personnelle à Dieu, ça, pas de problème, pour elle, c'est du domaine privé, cultuel. D'accord. Et l'autre, L'autre, la charia socio-politique, c'est-à-dire le système juridique historique. là, elle est très claire. C'est-à-dire? Elle dit que c'est un système conçu il y a des siècles, dans des contextes complètement différents, et pour elle, c'est incompatible avec les lois de la République française. Incompatible, carrément. Oui. Elle pense que vouloir l'appliquer ici mènerait à une forme de séparatisme juridique. Et elle souligne aussi que même dans les pays musulmans actuels, cette charia pose des problèmes. Ah oui, Lesquels? notamment en termes d'égalité, de discrimination envers les femmes, par exemple. D'accord. C'est une position très nette. Très nette, oui. Et sa critique ne s'arrête pas là, puisqu'elle remet aussi en cause le terme islamophobie. Pourquoi elle rejette ce mot? À cause du suffixe phobie. Une phobie, c'est une peur irrationnelle, maladif. Oui. Donc utiliser ce terme, pour elle, ça disqualifie d'avance toute critique de l'islam. Ça la réduit à une réaction épidermique, non raisonnée. Elle y voit une sorte d'outil pour bloquer la critique. Exactement. Un outil rhétorique moderne qui finalement prolonge les blocages historiques de la pensée critique qu'elle dénonce par ailleurs dans la tradition musulmane. Donc ça empêcherait une analyse sereine, nécessaire des problèmes. C'est ça, selon elle. Ça ferme le débat au lieu de l'ouvrir. Bon, si on essaye de résumer un peu, ce qu'on retient de cette exploration de la pensée de Razika Adnani, c'est vraiment une invitation forte à la pensée critique, non? Absolument. À distinguer le texte sacré, le Coran, des constructions humaines qui en ont découlé au fil du temps. Et à reconnaître aussi cette dimension politique et historique de l'islam, pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Oui, sa thèse est assez bousculante, on peut dire. Elle appelle à une réforme profonde qui va au-delà de la simple réinterprétation. En assumant des choix, en remettant en question des concepts qu'on utilise souvent sans y penser, comme islamisme ou islamophobie. Tout à fait. C'est une perspective exigeante parce qu'elle met en lumière la complexité et aussi la part de responsabilité humaine dans la façon dont l'islam a évolué et est pratiqué. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour continuer la réflexion. Hmm. Si l'islam tel qu'on le connaît est le fruit de ces constructions humaines successives, basées sur le Coran, comment trouver le juste équilibre? Entre quoi et quoi? Entre une fidélité qu'on peut ressentir à une tradition, et puis la nécessité de s'adapter aux sociétés modernes, démocratiques, avec leurs valeurs, comme l'égalité par exemple. Ah oui, vaste question. Comment concilier tout ça? Exactement. La réflexion reste ouverte.